Une poupée de chiffon. C'est la seule chose qu'ils ont trouvée dans le coin le plus sombre du grenier. Été 2005, orphelinat Sainte-Cécile. La nouvelle directrice, Amélie, avait ordonné de vider cet espace oublié depuis des années. Un lieu où la poussière régnait en maître, et où les souvenirs semblaient, être pétrifiés dans l'air immobile. La lumière du soleil peinait à traverser la lucarne crasseuse, dessinant des faisceaux obliques qui illuminaient des milliards de particules en suspension. Son projet était simple et plein d'espoir. Transformer ce sanctuaire de l'abandon en une salle de jeux lumineuse, un lieu de rire et de vie. Elle voulait purger le passé, offrir un nouveau départ. Mais elle allait bientôt découvrir que certains passés ne s'effacent pas. Ils attendent simplement, patiemment, dans l'ombre, qu'on vienne les déterrer. Amélie N. était pas du genre à se laisser impressionner par les vieilles pierres, ou les histoires qui hantent les couloirs. C. était une femme pragmatique, dans la quarantaine, animée par une volonté de moderniser une institution sclérosée par des décennies de négligence. Elle supervisait personnellement les travaux, les manches de son chemisier relevées, donnant des directives claires aux ouvriers. Pour elle, chaque meuble vermoulu jeté, chaque toile d'araignée balayée, était une victoire symbolique contre la morosité, qui avait si longtemps imprégné les lieux. Elle croyait fermement que pour guérir les âmes des enfants, il fallait d'abord assainir les murs qui les abritaient. Elle ignorait encore que, en cherchant à faire entrer la lumière, elle allait réveiller une obscurité bien plus profonde, une tragédie que l'institution avait tenté d'ensevelir il y a très longtemps. 10 ans, une décennie entière était écoulée depuis cette nuit glaciale de novembre 1995, la nuit où tout avait basculé. Élodie, Sophie et Claire, 3 pensionnaires inséparables, étaient volatilisés. L'enquête, menée à la hâte, avait conclu à une fugue. Les preuves semblaient irréfutables. Une fenêtre du grenier laissée ouverte, des draps noués sommairement, qui pendaient le long de la façade. Une histoire d'aventure enfantine qui aurait mal tourné. L'affaire avait été classée avec une rapidité déconcertante, presque suspecte, protégeant ainsi la réputation de Sainte-Cécile de tout scandale. Le dossier avait été rangé, les questions étouffées, et le souvenir des 3 fillettes était lentement effacé, recouvert par le voile commode de l'oubli, à l'image de ce grenier condamné. C'est en déplaçant une vieille armoire normande, dont le bois grinçait sous l'effort, qu'un ouvrier a révélé l'objet. Nichée contre la plinthe, la poupée de chiffon gisait dans un linceul de poussière. Elle n'avait rien de remarquable. Son tissu était délavé par le temps, sa chevelure de laine effilochée, et un œil en bouton manquait à la pelle, lui donnant un air de tristesse infinie. L'homme s'apprêtait à la jeter dans un sac de gravats, un déchet parmi d'autres. Mais Amélie l'arrêta d'un geste. Quelque chose dans la solitude de cette petite silhouette abandonnée la toucha. Elle semblait déplacée, comme un vestige d'un autre temps, un témoin silencieux qui avait monté la garde pendant 10 longues années, attendant d'être découvert. Amélie se pencha et ramassa délicatement la poupée. Le contact du tissu rêche et imprégné de l'odeur du temps révolu lui procura un étrange frisson. En la soupesant dans sa paume, elle fut surprise par son poids inhabituel. Était une sensation anormale, comme si l'objet contenait autre chose que du simple rembourrage. Ses doigts explorèrent la petite forme inerte, sentant une masse dure et plate logée au creux de son abdomen. Ce était pas un défaut de fabrication. Une intuition fulgurante, cet instinct qu'elle avait développé au contact de centaines d'enfants et de leurs secrets bien gardés, lui souffla que ce jouet était pas anodin. Était une capsule temporelle, un réceptacle porteur d'une histoire qui refusait de mourir. Des images fugaces traversèrent son esprit. Des fragments de ce qu'elle avait lu dans les archives de l'orphelinat. Des photos en noir et blanc montrant 3 petites filles au sourire espiègle, se tenant par la main dans la cour. Élodie, la meneuse, Sophie la rêveuse, Claire, la plus timide. Elles formaient un trio inséparable, une petite sororité née de l'abandon. La version officielle les décrivait comme des rebelles, des fugueuses. Pourtant, les témoignages de Condal, époque parlaient de fillettes joyeuses, soudées par un lien indéfectible. Pourquoi auraient-elles tout quitté ensemble, cette nuit-là? Et surtout, pourquoi l'une d'elles aurait-elle abandonné derrière elle son compagnon de jeu le plus précieux, le confident de tous ses secrets? Tenant la poupée entre ses mains, Amélie sentit le poids de ces 10 années de silence. L'affaire, qui, était pour elle qu'un dossier administratif froid et distant, prenait soudain une dimension terriblement humaine. Les noms Élodie, Sophie et Claire étaient plus de simples inscriptions sur du papier jauni. Ils devenaient les murmures fantomatiques de ce grenier. Une responsabilité inattendue s'imposa à elle, une dette envers ses enfants que le système avait si facilement oubliée. L'explication de la fugue lui avait toujours paru trop simple, trop propre. 3 enfants ne disparaissent pas dans la nature sans laisser la moindre trace.
Quelqu'un avait choisi la version la plus arrangeante, pas la plus probable. Et cette poupée, sentait-elle, était leur dernier appel. Son attention fut attirée par un détail presque invisible. Le long de la couture ventrale de la poupée, un fil de couleur rouge se distinguait du fil blanc utilisé pour le reste de l'assemblage. Ce N n'était pas une réparation. C était un marquage, une signature. Tirant doucement dessus, la couture céda, révélant une petite ouverture soigneusement dissimulée. Son cœur s'accéléra. Ce N n'était pas l'usure du temps, mais un aménagement délibéré, une cachette secrète. Avec une précaution infinie, elle glissa 2 doigts à l'intérieur, sentant le contact d'un morceau de tissu plié. Ce N n'était pas du rembourrage. C était un message. L'air du grenier sembla se densifier, chargé d'une attente électrique. Elle extirpa l'objet de sa cachette. C était une petite carte, dessinée à la main sur un bout de drap, avec du fil de différentes couleurs. Le dessin, naïf et enfantin, représentait une partie du grenier. Une flèche rouge pointait vers l'un des murs du fond, accompagnée de 2 mots maladroitement brodés. Sortie secrète. La simplicité de cette carte contrastait violemment avec la noirceur des questions qu'elle soulevait dans l'esprit d'Amélie. Ce N n'était pas le plan d'une évasion vers le monde extérieur. C était l'indication d'un passage, d'un secret architectural que seuls les enfants semblaient connaître. Pour tout le monde, elles étaient des fugueuses. Mais la vérité, cousue dans le cœur silencieux d'une poupée, avait attendu 10 ans pour enfin éclater. La petite carte en tissu reposait dans la paume d'Amélie, fragile et pourtant si lourde de sens. Son souffle se coupa net, suspendu dans l'air poussiéreux du grenier. Un silence profond s'installa, brisé uniquement par les battements sourds de son propre cœur qui s'accélérait dans sa poitrine. Ses doigts, presque tremblants, effleurèrent les fils colorés qui formaient le dessin naïf et les mots « sortie secrète ». Le monde extérieur sembla s'effacer complètement. Il n'y avait plus que ce grenier, cette poupée éventrée et ce message venu d'un passé qu'elle avait cru pouvoir simplement balayer. La lumière qui filtrait par la lucarne ne semblait plus promesse d'un renouveau, mais un projecteur cruel illuminant une scène de crime oublié. Chaque particule de poussière en suspension paraissait être un témoin silencieux de la tragédie qui, était jouée ici. L'impact de cette découverte la frappa avec la violence d'une onde de choc. Ce N n'était pas de la peur qu'elle ressentait, mais quelque chose de plus profond, une sorte de vertige existentiel. La carte était une anomalie, une pièce de puzzle qui ne correspondait à aucune image qu'elle connaissait. Une sortie secrète ? Pourquoi des fugueuses auraient-elles dessiné une carte menant à une issue pour ensuite l'abandonner, cachée dans le ventre d'une poupée ? La logique de cette pensée la fit frissonner. Cela ne ressemblait pas à une évasion, mais à un jeu. Un jeu d'enfant, qui, elle le sentait au plus profond de son être, avait connu une fin absolument terrifiante. La poupée dans son autre main, semblait maintenant la regarder avec son œil unique, l'implorant de comprendre, de ne pas la laisser tomber une seconde fois. Son esprit pragmatique, habituellement son ancre dans la réalité, luttait pour reprendre le contrôle. Elle tenta de rationaliser, d'envisager des explications logiques. Peut-être était-ce une simple fantaisie, le fruit de l'imagination débordante de 3 fillettes s'inventant des aventures pour échapper à la monotonie de l'orphelinat. Mais l'intuition, cette voix intérieure qu'elle avait appris à écouter au fil des ans, lui hurlait que était faux. La précision du dessin, l'emplacement de la cachette, le soin apporté à la couture. Tout cela témoignait d'une intention, d'un secret partagé, qui avait une importance capitale. Ce N n'était pas un jeu. C était un plan. Et ce plan avait échoué de la manière la plus tragique qui soit, laissant derrière lui cet unique et terrible artefact. Une vague de tristesse immense la submergea. Élodie, Sophie, Claire. Leurs visages, vus sur de vieilles photographies jaunies dans les archives, lui revinrent en mémoire. Des sourires innocents, des yeux pétillants de vie, des mains qui se tenaient comme pour ne jamais se lâcher. L'institution les avait catalogués comme des âmes rebelles, des problèmes à gérer, puis à oublier. Mais cette poupée, ce message, racontait une autre histoire. Une histoire de confiance, d'espoir peut-être, et de trahison. Amélie sentit le poids d'une responsabilité écrasante s'abattre sur ses épaules. Elle était plus simplement la directrice chargée de rénover un bâtiment. Elle était devenue, en l'espace d'un instant, la gardienne involontaire du dernier secret de ses enfants. Elle leur devait la vérité. Ses yeux balayèrent le grenier avec une nouvelle intensité. L'espace, qui quelques minutes plus tôt était qu'un chantier encombré, se transforma sous son regard en une carte au trésor macabre. Chaque poutre, chaque recoin sombre, chaque pile de vieux meubles, devenait un suspect potentiel, un gardien silencieux d'indices.
Le mur du fond, celui que la flèche rouge désignait sur la carte, semblait l'appeler. Il paraissait solide, immuable, un simple mur de pierre et de plâtre. Pourtant, elle savait maintenant qu'il était plus que cela. Il était une frontière, la limite entre une version officielle confortable et une réalité insoutenable. Que se cachait-il derrière? Une simple cachette d'enfant, ou la réponse à une disparition qui durait depuis 10 ans? Soudain le silence du grenier lui parut assourdissant, presque menaçant. Elle eut la sensation nette et dérangeante de ne pas être seule. C'était irrationnel, mais elle ne pouvait s'en défaire. Était comme si les esprits des 3 fillettes étaient là, flottant dans la lumière poussiéreuse, leurs murmures portés par les courants d'air. Elles attendaient. Elles avaient attendu 10 longues années que quelqu'un trouve leur message, que quelqu'un ait le courage de regarder au-delà des apparences et de poser les bonnes questions. Amélie serra plus fort la poupée contre elle, comme pour se donner du courage. Elle ne pouvait pas les décevoir. Elle ne voulait pas être une autre de ces adultes qui avaient choisi de détourner le regard. Une décision s'imposa à elle, claire et irrévocable. Elle ne pouvait pas simplement remettre cet objet à la police et reprendre le cours de sa vie. Cette découverte l'avait changée, l'avait impliquée personnellement. Le projet de salle de jeu semblait désormais futile, presque insultant face à la gravité de ce qu'elle venait de déterrer. Sa mission était plus de repeindre des murs, mais de faire la lumière sur une injustice. Elle devait comprendre ce qui était arrivé à ses filles. Pour elle. Pour la mémoire de leur amitié brisée. Pour tous les autres enfants de Sainte-Cécile qui méritaient de vivre dans un lieu où la vérité n'était pas enfouie sous des couches de poussière et de mensonges. Avec une précaution infinie, comme si elle manipulait la preuve la plus précieuse au monde, elle replia délicatement la petite carte en tissu et la glissa dans la poche de son pantalon. Elle sentit le tissu contre sa peau, un rappel constant du secret qu'elle portait désormais. Elle prit la poupée dans ses bras, sa silhouette, démembrée, devenant un symbole de vie brisée. Son esprit de gestionnaire reprit le dessus, mais il était maintenant au service d'une cause bien plus grande. Elle quitta le grenier, non plus en tant que directrice, mais en tant qu'enquêtrice. Elle descendit les escaliers, chaque marche la ramenant vers le présent, mais son esprit était resté là-haut, piégé en 1995, avec 3 petites filles et leurs terribles secrets. Mais ceci était que le commencement de ce qui allait advenir. Ce que je viens de vous raconter est une histoire vraie, et elle est terrifiante. Prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager, et surtout vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Et posez-vous cette question, que feriez-vous dans une situation pareille? Pensez-vous que vous supporteriez le poids d'une telle découverte, de savoir que vous êtes peut-être la seule personne capable de rendre justice à des victimes oubliées? C'est une responsabilité immense, et pour Amélie le véritable combat ne faisait que commencer. Ce petit bout de tissu n'était pas seulement un indice. Était une clé. La clé d'une chambre forte que l'institution Sainte-Cécile avait scellée à double tour une décennie plus tôt, espérant que son contenu ne reverrait jamais la lumière du jour. Amélie ne le savait pas encore. Mais en tirant sur ce fil rouge, elle venait de commencer à défaire une tapisserie de secrets, de négligence et de cruauté. La version officielle de la fugue était sur le point de voler en éclats, et la vérité qui allait émerger était bien plus sombre, et bien plus monstrueuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le grenier n'était pas le lieu d'une évasion, mais le théâtre d'une dernière scène tragique. En refermant la porte du grenier derrière elle, Amélie sentit le déclic de la serrure résonner comme un point de non-retour. L'air frais du couloir lui parut étranger, comme si elle revenait d'un autre monde. Le quotidien de l'orphelinat, les rires lointains des enfants dans la cour, tout lui semblait appartenir à une réalité parallèle. Elle tenait entre ses mains le fil d'Ariane d'un labyrinthe macabre, et elle savait qu'elle n'aurait de repos que lorsqu'elle aurait atteint son centre, et affronté le Minotaure qui s'y cachait. Le passé de Sainte-Cécile était plus de l'histoire ancienne. Il venait de se réveiller, et il avait faim de justice. Pour Amélie, la rénovation était terminée. La véritable reconstruction pouvait commencer. Pour bien comprendre la tragédie qui s'est nouée entre les murs de Sainte-Cécile, il faut remonter le temps, jusqu'à l'automne 1995. À cette époque, l'orphelinat n'était pas le lieu de renouveau qu'Amélie espérait créer. Était une institution austère, figée dans ses traditions, un grand bâtiment de pierre grise, dont les hauts plafonds et les longs couloirs froids semblaient absorber les rires des enfants. La discipline y était stricte, quasi militaire, et la routine immuable rythmait les journées avec une prévisibilité écrasante. Dirigé d'une main de fer par M. Rochefort, l'établissement était davantage une machine administrative qu'un foyer chaleureux. Les murs transpiraient la solitude et une histoire lourde de peines silencieuses, un lieu où les enfants apprenaient très tôt que pour survivre il fallait se faire discret, et ne jamais, au grand jamais, causer de problèmes.
M. Rochefort était l'incarnation même de cette rigueur institutionnelle. Homme d'une soixantaine d'années à elle, époque, il dirigeait Sainte-Cécile depuis près de 20 ans. Son bureau, toujours impeccablement rangé, était le centre névralgique d'un pouvoir qu'il exerçait sans partage et sans chaleur. Pour lui, l'orphelinat était une question de réputation et de chiffres. Les enfants étaient des dossiers à gérer, des statistiques à maintenir, et non des âmes à consoler. Il se montrait rarement dans les dortoirs ou la cour de récréation, et ses rares apparitions suffisaient à glacer le sang des pensionnaires. Sa froideur haine était pas de la cruauté active, mais une indifférence calculée, la posture d'un homme pour qui l'ordre et l'absence de scandale primaient sur le bien-être de ceux dont il avait la charge. Au milieu de cette grisaille, 3 petites lumières brillaient d'un éclat particulier, Élodie, Sophie et Claire. Âgées de 10, 9 et 8 ans, elles formaient un trio inséparable, une véritable sororité née de l'abandon. Élodie était la meneuse, la tête brûlée au courage communicatif, celle qui inventait les jeux et protégeait les 2 autres. Sophie, elle, était la rêveuse, l'artiste du groupe, capable de transformer une simple cour en un royaume enchanté avec ses histoires. Enfin, il y avait Claire, la plus jeune et la plus timide, qui trouvait dans l'amitié de ses 2 aînés la force de surmonter ses peurs. Elles ne se quittaient jamais, partageant leurs maigres possessions, leurs secrets les plus intimes, et surtout, ce lien indéfectible qui leur tenait lieu de famille. Leur quotidien à l'orphelinat était un ballet subtil entre la soumission aux règles et la conquête de petits espaces de liberté. Le grenier, bien que formellement interdit, était devenu leur territoire secret, un refuge où elles pouvaient échapper à la surveillance constante des adultes. C'est là qu'elles se racontaient leurs espoirs dits, être un jour adoptées, qu'elles jouaient avec la poupée de chiffon de Claire, leur confidente silencieuse, et qu'elles planifiaient leurs expéditions dans les recoins oubliés du bâtiment. Cette amitié fusionnelle était leur armure contre la solitude et la dureté de leur environnement. Elles n'étaient pas 3 orphelines perdues dans un système. Elles étaient une unité, un front uni contre un monde qui les avait déjà trahis une première fois. Le seul adulte qui semblait percevoir la richesse de leur monde intérieur était Jean-Pierre, le concierge. Présent à Sainte-Cécile depuis plus de 30 ans, cet homme au visage buriné par le temps était une figure familière et rassurante. Contrairement à M. Rochefort, il connaissait chaque enfant par son prénom, et offrait souvent un sourire ou un mot gentil. C. était lui qui réparait les jouets cassés, et qui fermait parfois les yeux sur une entorse au règlement. Les 3 fillettes lui vouaient une confiance quasi totale, le voyant comme un allié silencieux dans leur univers. Cependant, Jean-Pierre était aussi un homme loyal à l'institution qu'il employait depuis toujours. Pris entre son affection pour les enfants et sa déférence craintive envers le directeur, il naviguait dans une zone grise, gardien des clés du bâtiment, mais aussi de ses secrets les plus inavouables. Dans les semaines qui précédèrent leur disparition en novembre 1995, un changement subtil s'opéra chez les 3 amis. Leurs jeux prirent une tournure plus sérieuse, leurs chuchotements dans les coins du dortoir devinrent plus fréquents. Elles semblaient partager un secret immense, une découverte qui les excitait autant qu'elle les effrayait. Les autres enfants remarquèrent qu'elles passaient encore plus de temps à explorer les étages supérieurs, revenant avec les joues rouges et les yeux brillants d'une aventure que personne d'autre ne pouvait comprendre. Elles avaient trouvé quelque chose, une anomalie dans la structure même de leur prison. Elles avaient découvert un passage, une sortie secrète, qui, dans leur imagination fertile, représentait la promesse d'une liberté ultime. Un mystère qui n'appartenait qu'à elles. Ce passage n'était pas dans leur esprit une voie de fugue vers le monde extérieur. Était bien plus que cela. Était leur royaume, leur forteresse, la preuve qu'elles étaient plus intelligentes que les adultes qui les gardaient enfermés. Le plan qu'elles avaient dessiné et brodé sur un morceau de tissu n'était pas un simple guide. Était la charte de leur société secrète, le trésor qui validait leur existence et leur pouvoir. Elles l'avaient caché dans le ventre de la poupée, le lieu le plus sûr au monde, le cœur de leur amitié. Chaque exploration de ce passage était une affirmation de leur indépendance, un acte de rébellion silencieux et joyeux contre l'ordre établi par M. Rochefort. Elles ignoraient que leur plus grande découverte allait devenir leur tombeau. La nuit du 14 novembre 1995 fut glaciale et venteuse, une de ces nuits où les vieux murs de Sainte-Cécile semblaient gémir sous les assauts des éléments. Pour tout le monde, ce fut une nuit comme les autres. Les enfants dormaient, les surveillants faisaient leur ronde. Mais pour Élodie, Sophie et Claire, était une nuit d'aventure. Elles avaient prévu une nouvelle exploration, peut-être pour y cacher un autre trésor, ou simplement pour ressentir le frisson de l'interdit. Elles se sont glissées hors de leur lit, ont traversé les couloirs endormis et sont montées au grenier, leur cœur battant la chamade. Elles n'allaient pas s'enfuir. Elles allaient jouer. Elles entraient dans leur cachette magique, pleines de confiance et d'innocence, sans se douter un seul instant que quelqu'un les observait.
et que la porte de leur royaume allait se refermer sur elles pour toujours. L'enquête menée en 1995, après la constatation de leur absence, fut d'une superficialité déconcertante. Monsieur Rochefort, le directeur, a immédiatement orienté les inspecteurs vers la thèse de la fugue. Il a présenté Élodie, Sophie et Claire comme des enfants difficiles, enclines à la rébellion, malgré les témoignages contraires des quelques membres du personnel qui osaient parler. La fenêtre du grenier laissée entr'ouverte et les draps noués, placés là par une main experte, servirent de preuves irréfutables. Personne ne s'est demandé pourquoi 3 fillettes s'enfuiraient, en pleine nuit de novembre, sans manteau ni affaires personnelles. Personne n'a non plus jugé utile de fouiller le grenier en profondeur. L'affaire fut classée en moins d'une semaine. Pour l'institution, le problème était résolu. Pour le monde extérieur, 3 âmes perdues de plus avaient été avalées par la rue. La réputation de Sainte-Cécile était sauve. Le rapport de police de l'Aile, époque, qu'Amélie consulterait bien des années plus tard, était un document clinique et impersonnel. Il décrivait la scène avec une précision administrative qui en occultait toute l'humanité. Il mentionnait la fenêtre, les draps et les lits vides. Il citait les propos de M. Rochefort, qui décrivait les filles comme ingérables. Il notait l'absence de toute trace de lutte ou d'effraction. La conclusion était simple, logique et terriblement fausse. C. était un chef-d'œuvre, œuvre de dissimulation, une histoire si bien ficelée qu'elle en devenait crédible. La vérité, elle, n'avait pas été cherchée. Elle avait été délibérément ignorée, enterrée sous une pile de paperasse, tout comme les corps des fillettes étaient emmurés à quelques mètres seulement de la scène de leur évasion. Le système avait choisi la voie la plus simple, protégeant l'institution au détriment de la vie de 3 enfants. L'inspecteur Lambert, alors jeune détective, fut l'un des premiers sur les lieux en 1995. Il se souviendrait plus tard d'un sentiment de malaise persistant, d'une dissonance qu'il n'avait pas su identifier à l'Aile, époque. La propreté de la mise en scène le dérangeait. Les draps semblaient trop bien noués pour des enfants, et l'idée que 3 fillettes puissent disparaître sans un bruit, lui paraissait improbable. Mais il était jeune, manquait d'expérience, et faisait face à l'autorité inébranlable de Rochefort, et à la pression de sa hiérarchie pour clore rapidement une affaire potentiellement embarrassante. Il avait posé quelques questions, exprimé ses doutes à voix basse, puis était rangé à la vie générale. L'affaire de Sainte-Cécile deviendrait le grand regret de sa carrière, une épine dans sa conscience qui le tourmenterait pendant 10 ans, jusqu'à ce que l'appel d'Amélie lui offre une chance inespérée de rédemption. Le secret que les fillettes avaient découvert n'était pas un jeu. Selon les bribes de souvenirs que Jean-Pierre confierait plus tard, elles avaient surpris une conversation entre M. Rochefort et un fournisseur. Il était question de factures falsifiées, de détournement de fonds destinés à la nourriture et aux vêtements des enfants. Pour elles, CV était la trahison ultime. L'homme qui les privait de repas décents et de chaussures à leur taille, s'enrichissait sur leur misère. Leur sens aigu de la justice, propre à l'enfance, les a poussés à vouloir dénoncer cette injustice. Elles ne mesuraient pas le danger. Dans leur monde, les méchants étaient toujours punis à la fin de l'histoire. Elles avaient collecté une preuve, un carnet de comptes que Rochefort avait jeté par erreur, et l'avaient caché dans leur passage secret, leur coffre-fort inviolable. Ce passage secret était leur plus grande fierté. Une ancienne gaine de ventilation, oubliée derrière une cloison mal ajustée dans le grenier. Pour y accéder, il fallait pousser une planche qui pivotait sur un clou rouillé. Était leur échappatoire, un endroit où l'autorité des adultes ne pouvait les atteindre. Elles y avaient aménagé une petite cabane avec de vieilles couvertures et des caisses en bois. Était là qu'elles gardaient leurs trésors, des images collectionnées, des pierres brillantes, et maintenant, le carnet qui allait, pensait-elle, libérer tous les enfants de l'emprise de Rochefort. La carte brodée était pas un plan d'évasion, mais un testament de leur découverte, un guide vers la preuve de la culpabilité du directeur, confié au cœur de leur poupée, leur gardienne la plus fidèle. La poupée de chiffon, un cadeau de la mère de Claire avant son placement, était plus qu'un simple jouet. Elle était le 4e membre de leur sororité, la confidente silencieuse de tous leurs secrets. C'est à elle qu'elles racontaient leurs peines et leurs espoirs. Coudre la carte à l'intérieur était un acte solennel, une promesse de ne jamais abandonner leur quête de vérité. Elles pensaient que si quelque chose leur arrivait, la poupée parlerait pour elles. Elles ne pouvaient imaginer que leur message resterait silencieux pendant une décennie, attendant dans l'obscurité et la poussière que quelqu'un vienne enfin las écouter. Cet objet anodin, symbole de leur innocence perdue, allait devenir la clé qui rouvrirait le dossier et ferait tomber les murs du mensonge érigé par l'institution. La tension dans les jours précédant leur disparition était palpable, mais invisible pour la plupart des adultes. Les fillettes étaient devenues nerveuses, jetant des regards soupçonneux à M. Rochefort, chuchotant entre elles dès qu'il passait.
Rochefort, de son côté, avait remarqué leur changement de comportement. Il les observait avec une attention nouvelle et glaciale. Il avait compris qu'elle savait. La peur de voir sa carrière et sa réputation anéanties par 3 orphelines l'a rendu impitoyable. Il n'a pas paniqué. Froid et calculateur, il a commencé à élaborer un plan. Il allait utiliser leurs propres secrets, leur propre refuge, pour les faire taire définitivement. Il transformerait leur royaume enchanté en un piège mortel, une solution finale et silencieuse à son problème. La nuit du 14 novembre 1995, Rochefort les a attirés dans le grenier sous un prétexte fallacieux. Peut-être leur a-t-il promis une surprise, ou a-t-il feint de vouloir jouer à leur jeu? Confiantes, excitées à l'idée de piéger le grand méchant, elles l'ont conduit à l'entrée de leur passage secret. C'est là que le jeu a pris fin. Il les a fait entrer, leur assurant qu'il les rejoindrait. Puis, avec un calme terrifiant, il a refermé la cloison. De l'extérieur, il a actionné un mécanisme qu'il avait discrètement modifié quelques jours plus tôt, un simple verrou qui ne pouvait être ouvert que de l'extérieur. Leurs cris, étouffés par les murs épais, se sont perdus dans le bruit du vent. Elles, étaient plus des fugueuses. Elles étaient des prisonnières, condamnées à une mort lente et atroce, à quelques mètres seulement de leur lit chaud. La carte en tissu dans sa main, Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque fibre de son être lui hurlait que ce n'était pas un jeu d'enfant anodin. La flèche rouge maladroitement brodée ne pointait pas vers une cachette à trésor, mais vers une réponse. Une réponse qu'elle redoutait autant qu'elle la désirait. Elle ne pouvait pas ignorer cela. Elle ne pouvait pas refermer la porte de ce grenier et prétendre n'avoir rien trouvé. Était sa responsabilité maintenant. Elle se dirigea d'un pas décidé vers le mur du fond, celui indiqué sur le plan improvisé. La pierre était froide et impassible sous ses doigts. Elle la scrutait, cherchant la moindre fissure, le moindre indice, qui pourrait confirmer la terrible intuition qui grandissait en elle. Les rires lointains des enfants dans la cour lui parvenaient, assourdis, comme un écho d'un monde innocent qu'elle venait de quitter à jamais. Elle avait besoin d'aide, de quelqu'un qui connaissait les entrailles de ce bâtiment mieux que quiconque. Jean-Pierre. Le concierge. Elle le trouva près de la chaufferie, en train de graisser une vieille serrure. Quand elle lui montra la carte en tissu, le visage de l'homme se figea. Ses yeux, habituellement doux et fatigués, l'éthique, écarquillèrent un instant, trahissant une panique fugace qu'il tenta aussitôt de maîtriser. Il secoua la tête, prétendant ne pas comprendre, affirmant que étaient des bêtises de gamine. Mais son regard fuyant, et la pâleur soudaine de ses joues racontaient une autre histoire. Amélie insista, sa voix ferme, mais sans agressivité. Elle lui expliqua où elle avait trouvé la poupée, le message caché. Elle vit alors la digue de déni de Jean-Pierre se fissurer. Il savait. Il avait toujours su qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce grenier. À contre-cœur, le vieil homme la suivit jusqu'à Niel, étage. Chaque marche semblait peser une tonne. De retour dans le grenier, l'atmosphère était encore plus lourde, chargée d'une attente insoutenable. Jean-Pierre s'arrêta devant le mur désigné, évitant de le regarder directement. Il marmonna des explications confuses sur d'anciens travaux, une cloison murée, après une infiltration d'eau il y a bien longtemps. Il essayait de construire une explication rationnelle, une digue de mots, pour contenir le flot de la vérité. Mais sa voix tremblait. Il passait nerveusement sa main sur son visage, comme pour effacer une image qu'il était le seul à voir. Amélie comprit qu'il ne l'aiderait pas de son plein gré. La peur, ou peut-être la loyauté envers un ancien maître, le paralysait. Elle devrait forcer le passage elle-même. Amélie commença à tapoter méthodiquement la surface du mur avec le manche d'un marteau, trouvé dans une caisse à outils. Le son était plein, mat, sur la majeure partie de la surface. Toc toc toc. Puis, soudain, dans une zone près du sol, le son changea. Il devint plus creux, plus résonnant. Un frisson la parcourut. Était là. Exactement là où la flèche de la carte pointait. En s'approchant, elle distingua le contour presque invisible d'une ancienne porte ou d'un panneau, masqué par des couches de plâtre et de peinture écaillée. Jean-Pierre, voyant sa découverte, laissa échapper un gémissement sourd. Le secret que les murs gardaient depuis 10 ans était sur le point d'être éventé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité, quelle qu'elle soit, allait éclater. Un pied de biche, ordonna Amélie d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. Sans un mot, Jean-Pierre quitta la pièce et revint avec l'outil demandé, ses mains tremblantes. Amélie inséra l'extrémité métallique dans une fissure, et fit levier de toutes ses forces. Un craquement sinistre déchira le silence. Le bois ancien gémit, le plâtre s'effrita en une pluie de poussière grise. L'effort était intense, physique, presque primal. C'était comme si elle se battait contre le temps lui-même.
forçant une cicatrice à se rouvrir. Chaque coup, chaque craquement, la rapprochait d'une horreur qu'elle ne pouvait encore nommer, mais qu'elle sentait tapie juste derrière, dans l'obscurité. La planche céda enfin dans un bruit de rupture assourdissant, révélant une ouverture béante et noire comme la nuit. Un souffle d'air glacial et vicié échappa de la brèche, portant avec lui une odeur insupportable. Un mélange de renfermé, de poussière humide, et de quelque chose d'autre, une relent organique de décomposition qui lui souleva l'estomac. Jean-Pierre recula brusquement, le visage verdâtre, murmurant une prière. Amélie, malgré la nausée, resta figée. Elle sortit la petite lampe de poche de sa poche, et projeta un faisceau tremblant dans les ténèbres. L'espace derrière le mur était minuscule, un conduit étroit, pas plus grand qu'un placard. Les murs étaient nus, le sol couvert d'une épaisse couche de poussière. Était un cul-de-sac. Pas une sortie. Un piège. Et au fond de ce piège, la lumière révéla ce qu'elles redoutaient le plus. Elles étaient là, blotties les unes contre les autres dans un coin, comme pour se protéger mutuellement d'un froid que plus rien ne pourrait réchauffer. 3 petites silhouettes. 3 squelettes vêtus des lambeaux de leurs chemises de nuit. Leurs ossements étaient entrelacés dans une dernière étreinte fraternelle, un témoignage silencieux de leur amitié face à l'horreur. Élodie, Sophie et Claire. La lumière de la lampe d'Amélie dansa sur les crânes lisses, se reflétant dans les orbites vides qui semblaient la supplier de comprendre. Le temps s'arrêta. Le grenier, l'orphelinat, le monde entier disparurent. Il n'y avait plus que cette vision macabre, cette preuve irréfutable d'une tragédie inimaginable, cachée à la vue de tous, pendant 10 longues années. La poupée de chiffon avait enfin livré son terrible secret. Un cri muet se forma sur les lèvres d'Amélie. Elle chancela en arrière, s'appuyant contre un pilier pour ne pas s'effondrer. Les images se bousculaient dans sa tête. Les sourires sur les vieilles photos, le rapport de police parlant de fugue, la mise en scène des draps noués. Tout était un mensonge. Un mensonge monstrueux pour couvrir une vérité insoutenable. Ces enfants n'avaient pas fui. Elles avaient été enfermées, condamnées à mourir de faim et de soif dans ce tombeau improvisé, à quelques mètres seulement de leurs camarades qui dormaient, jouaient et vivaient. La découverte de la carte N était que le premier chapitre. La véritable enquête commençait maintenant. Ce N était plus une affaire de disparition. C était une affaire de meurtre. Et le monstre qui avait fait ça était peut-être encore tout près. Le premier appel d'Amélie fut pour la gendarmerie locale. Sa voix, habituellement calme et posée, était un filet fragile et tremblant, luttant pour articuler l'horreur qu'elle venait de découvrir. En quelques minutes, l'orphelinat Sainte-Cécile, jusqu'alors un havre de paix relatif, fut envahi par le son strident des sirènes. Le contraste était saisissant, presque surréaliste. En bas, dans la cour, les enfants encore insouciants s'arrêtaient de jouer, les yeux écarquillés par la curiosité face à ce déploiement de force inattendu. En haut, dans le grenier, le temps semblait être figé sur une scène de cauchemar. Amélie se sentait comme un pont entre ces deux mondes, celui de l'innocence et celui de la cruauté la plus absolue, et elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le passé venait de faire effraction dans le présent de la manière la plus brutale qui soit. La scène fut rapidement gelée par la police technique et scientifique. Le grenier, qui devait devenir une salle de jeu, se transforma en une scène de crime délimitée par des rubans jaunes. Des hommes et des femmes en combinaison blanche se déplaçaient avec une lenteur méthodique, leur professionnalisme tranchant avec l'émotion brute qui imprégnait les lieux. À leur tête se tenait l'inspecteur Lambert, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par la fatigue. En apprenant l'adresse, il avait senti un poids glacial s'installer dans son estomac. Sainte-Cécile. 10 ans après, l'affaire qui avait hanté ses nuits venait de refaire surface. En montant les escaliers jusqu'au grenier, il ne se sentait pas comme un enquêteur arrivant sur une nouvelle affaire, mais comme un fantôme revenant sur les lieux de son plus grand échec. Le premier témoignage officiel fut celui d'Amélie. Assise dans son bureau, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé qu'elle ne touchait pas, elle raconta tout avec une précision étonnante. La découverte de la poupée, son poids anormal, la couture rouge, la carte cachée, et enfin, l'ouverture forcée de la cloison avec l'aide d'un Jean-Pierre terrifié. L'objet central de son récit, la poupée de chiffon, était désormais posée sur une table, sous une lumière crue. Elle était plus un jouet, mais la pièce à conviction numéro 1. Un agent la manipula avec des gants, la photographia sous tous les angles, avant de la placer délicatement dans un sac scellé. En voyant ce simple geste, Amélie comprit que l'innocence de cet objet, et celle des filles qui l'avaient possédé, était définitivement perdue, transformée en un élément froid d'un dossier criminel. Pendant ce temps, dans le passage secret, les experts légistes commençaient leur travail macabre et minutieux. Les flashs des appareils photo crépitaient dans l'obscurité, illuminant par éclairs la tragique sculpture d'ossements.
Chaque os, chaque lambeau de tissu, était documenté, mesuré, et prélevé avec un respect infini. Les premières observations confirmaient la présence de 3 corps de petite taille, correspondant à L, âge des fillettes disparues. Leur position blottie les unes contre les autres, racontait une histoire muette mais poignante. L, N, étaient pas mortes séparément. Elles avaient affronté leur fin ensemble, se tenant la main jusqu'au dernier souffle, dans une ultime étreinte fraternelle, contre la terreur et le froid. La science tentait de donner un sens à l'horreur, mais ne pouvait en capturer toute la tristesse. L'inspecteur Lambert observait la scène depuis le seuil du passage, le visage fermé. Il avait demandé qu'on lui apporte le dossier original de 1995. En le feuilletant, les pages jaunies semblaient se moquer de lui. Fugue. Le mot était écrit en lettres capitales sur la première page. Une conclusion si simple, si propre, si terriblement fausse. Il se souvenait de la condescendance de Rochefort, de la pression pour clore l'affaire, de ses propres doutes qu'il avait étouffés par manque d'expérience et de courage. La vision des squelettes N était pas seulement la découverte d'un crime, était la matérialisation de sa propre faute. Il sentit une rage froide monter en lui, une détermination nouvelle. Il ne s'agissait plus de classer une affaire, mais de réparer une injustice. Il devait la vérité à ses enfants, et il se la devait à lui-même. Les premières conclusions du médecin légiste, livrées sur place, furent sans appel. Bien qu'une autopsie complète soit nécessaire, les indices préliminaires pointaient vers une mort par déshydratation et inanition. Il n'y avait aucune trace de violence physique sur les ossements. Elles étaient simplement mortes d'abandon. L'estimation de la date du décès, basée sur L, état de décomposition et les quelques tissus restants, correspondait parfaitement à la période de leur disparition, fin 1995. Le doute N était plus permis. Le grenier de Sainte-Cécile venait de livrer les corps D, Élodie, Sophie et Claire. La fugue n'avait jamais eu lieu. Leur long voyage S était terminé ici, à quelques mètres seulement de leur lit, dans le silence et l'obscurité d'un tombeau que personne n'avait jamais cherché. Amélie regardait les corps être placés dans des housses mortuaires, avec une solennité poignante. Son projet de rénovation, son désir de faire entrer la lumière dans Sainte-Cécile, tout cela lui paraissait désormais si futile, si naïf. La véritable pourriture de cet endroit N n'était pas dans les murs décrépits, mais dans les secrets qu'il renfermait. Elle sentait le poids de ces 3 vies brisées sur ses épaules. Elle, N, était plus seulement la directrice. Elle était devenue, par la force des choses, la voix de ses fillettes réduites au silence. En regardant par la fenêtre les autres enfants de l'orphelinat, enfin rassemblés à l'intérieur par le personnel, elle ne vit plus seulement leur avenir, mais aussi les fantômes de celles qui n'en avaient pas eu. Une promesse silencieuse naquit en elle. Elle ne s'arrêterait pas avant de savoir qui leur avait fait ça. Alors que les techniciens s'apprêtaient à sceller définitivement le passage après avoir retiré les corps, l'un d'eux s'arrêta, fronçant les sourcils. Il éclaira de sa torche la partie intérieure de la cloison, là où se trouvait le mécanisme de fermeture. « Inspecteur, appela-t-il d'une voix basse, vous devriez venir voir ça. » Lambert s'approcha, se penchant pour observer de plus près la pièce de métal rouillée. Ce N n'était pas une simple poignée ou un loquet standard. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa conception, une modification qui semblait à la fois grossière et intentionnelle. Une petite pièce métallique bloquait toute possibilité de manœuvre depuis l'intérieur. Ce N n'était pas un défaut dû à l'usure. C était un ajout. Un détail minuscule, presque invisible, mais qui changeait absolument tout. Le rapport de l'expert en serrurerie ancienne est tombé comme un couperet, transformant une tragédie en un acte d'une cruauté inimaginable. Le document, froid et technique, décrivait avec une précision clinique la modification apportée au mécanisme de fermeture du passage. Une petite goupille métallique, non d'origine, avait été ajoutée de manière à bloquer le loquet de l'intérieur. L'expert était formel. Cette altération N était ni accidentelle ni le fruit de l'usure. Elle avait été délibérément conçue pour créer un verrouillage unidirectionnel. La porte pouvait être fermée de l'extérieur, mais une fois close, il était physiquement impossible de l'ouvrir depuis l'intérieur. Ce N n'était pas une cachette qui avait mal tourné, C était un piège. Un tombeau scellé intentionnellement. La conclusion était sans appel. Élodie, Sophie et Claire avaient été emmurées vivantes, condamnées par une main humaine. Pour l'inspecteur Lambert, cette révélation fut un choc violent, la confirmation brutale de 10 années de doute lancinant. La thèse de la fugue, déjà fragile, vola en éclats pour laisser place à la certitude d'un triple homicide prémédité. La rage qu'il ressentit était froide et profonde, dirigée non seulement contre le coupable, mais aussi contre lui-même,
et le système qui avait si facilement accepté une version des faits arrangés. Le visage de M. Rochefort, son assurance hautaine en 1995, lui revint en mémoire avec une clarté insoutenable. Il revoyait le directeur minimiser l'affaire, décrivant les fillettes comme des problèmes dont l'institution était désormais débarrassée. Ce N était plus une enquête pour lui. C était une croisade personnelle. Il ne s'agissait plus seulement de trouver la vérité, mais de venger 3 vies innocentes que son inaction passée avait contribué à laisser dans l'oubli. L'enquête changea radicalement de nature. Le dossier, initialement rouvert pour « recherche des causes de la mort », fut immédiatement requalifié en « enquête pour homicide volontaire avec préméditation sur mineur ». Les enjeux venaient de monter d'un cran. Le cercle des suspects potentiels se resserra drastiquement. Qui, en 1995, possédait à la fois l'autorité, l'accès permanent au grenier, et une connaissance suffisante du bâtiment pour modifier un tel mécanisme. 2 noms s'imposèrent avec une évidence glaçante sur le tableau de l'inspecteur Lambert. Monsieur Rochefort, l'ancien directeur, et Jean-Pierre le concierge. L'un représentait le pouvoir absolu au sein de l'institution, l'autre en était la mémoire vivante et le gardien de toutes les clés, physiques comme métaphoriques. Étau commençait à se resserrer autour des 2 hommes qui, 10 ans plus tôt, avaient été les principaux témoins de la disparition. Les gendarmes se présentèrent à la porte de la coquette maison de retraite, où M. Rochefort coulait des jours paisibles, loin du souvenir de Sainte-Cécile. L'homme, désormais octogénaire mais toujours droit, et à l'esprit vif, les accueillit avec une surprise feinte, qui se mua rapidement en irritation. Installé dans un salon confortable, il écouta les nouvelles conclusions de l'enquête avec un air de dédain. Il maintenait sa version originale avec une arrogance inébranlable, décrivant à nouveau les 3 fillettes comme des petites pestes ingérables, suggérant qu'elles avaient sans doute trouvé le moyen de se piéger elles-mêmes par leur propre stupidité. Il ne montra pas la moindre trace d'émotion, pas le moindre signe de compassion. Son regard était dur, froid, celui d'un homme qui considérait cette résurgence du passé comme un simple désagrément administratif, une nuisance à sa tranquillité. Lambert, assis en face de lui, laissa Rochefort dérouler son discours méprisant. Puis, il posa calmement le rapport d'expertise sur la table basse entre eux. Le loquet a été modifié, monsieur Rochefort. Délibérément. Pour en faire un piège, dit-il d'une voix neutre qui cachait mal sa fureur contenue. Pour la première fois, une fissure apparut dans l'armure de l'ancien directeur. Un imperceptible tressaillement de sa paupière. Une fraction de seconde où son regard d'acier vacilla. Il se reprit aussitôt, balayant la preuve d'un geste de la main. Des absurdités. Probablement le concierge qui bricolait. Cet homme était toujours en train de toucher à tout. La tentative de détourner les soupçons était évidente, presque grossière. Mais pour Lambert, ce bref instant de panique était un aveu. Rochefort avait peur, et un homme innocent n'aurait aucune raison d'avoir peur. L'interrogatoire de Jean-Pierre se déroula dans un tout autre climat. Convoqué à la gendarmerie, le vieux concierge semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Il était assis sur une chaise inconfortable dans une salle d'interrogatoire impersonnelle, ses mains noueuses se tordant sur ses genoux. Contrairement à Rochefort, il n'y avait chez lui ni arrogance ni dédain, mais une peur palpable, et une culpabilité qui le rongeait de l'intérieur. Ses réponses aux premières questions étaient évasives, confuses. Il marmonnait, ses yeux fuyant le regard de l'inspecteur, comme s'il était physiquement incapable de regarder la vérité en face. Il était clair qu'il était terrifié, mais Lambert devait déterminer s'il était terrifié en tant que complice ou en tant que témoin silencieux d'un acte monstrueux. La clé de l'énigme se trouvait dans la mémoire de cet homme brisé. Lambert changea de tactique. Au lieu de le presser de questions, il lui parla doucement, avec une empathie calculée. Il évoqua le souvenir des fillettes, leur joie de vivre, la confiance qu'elles plaçaient en lui. Elles vous aimaient bien, Jean-Pierre. Vous étiez le seul adulte à qui elles parlaient vraiment, dit l'inspecteur. Elles vous auraient tout dit. Si elles avaient des ennuis, si elles avaient peur de quelque chose, ou de quelqu'un. Chaque mot était choisi pour fissurer la carapace de loyauté ou de terreur qui emprisonnait le concierge. Lambert sortit une vieille photo du dossier, un cliché des 3 amis souriant à l'objectif dans la cour de l'orphelinat. Il la posa sur la table devant Jean-Pierre. Le vieil homme baissa les yeux sur la photo, et une larme, une seule, roula sur sa joue burinée avant de s'écraser sur le formica. Le barrage céda. La voix brisée par les sanglots, Jean-Pierre commença à parler. Il raconta que, dans les semaines précédant leur mort, les fillettes étaient venues le voir, excitées et effrayées à la fois. Elles lui avaient confié leurs grands secrets. Elles avaient trouvé des preuves. Des preuves que M. Rochefort volait l'argent de l'orphelinat. Elles avaient découvert un carnet de comptes caché dans son bureau, détaillant des détournements de fonds sur les budgets de nourriture et de vêtements.
Elles pensaient, dans leur innocence, qu'en révélant cela, elles deviendraient des héroïnes, qu'elles sauveraient tous les autres enfants. Elles avaient caché ce carnet dans leur passage secret, leur château fort, persuadées qu'il y serait en sécurité. Le mobile du crime venait d'éclater au grand jour, et il était aussi sordide que tragique. Le témoignage de Jean-Pierre devenait de plus en plus détaillé, comme s'il libérait un poison qu'il avait rongé pendant une décennie. Il expliqua que Rochefort avait dû se rendre compte que les fillettes savaient quelque chose. Il l'avait vu les observer avec une intensité nouvelle et menaçante. Le directeur était devenu paranoïaque, fouillant les dortoirs, les interrogeant sèchement. Jean-Pierre avait eu peur. Il avait conseillé aux filles de se taire, de ne plus parler de cette histoire, mais elles étaient trop jeunes, trop imbues de leur sens de la justice, pour comprendre le danger mortel qu'elles couraient. Elles avaient sous-estimé la cruauté dont était capable un homme acculé, prêt à tout pour protéger sa réputation et le fruit de ses vols. L'orphelinat N n'était pas seulement un lieu de négligence. Était le théâtre d'une corruption systémique incarnée par son directeur. La confession la plus terrible restait à venir. Jean-Pierre avoua, la voix réduite à un murmure rauque, qu'il avait vu Rochefort se rendre au grenier le soir de la disparition. Il l'avait vu bricoler, près du mur du fond quelques jours auparavant, mais n'avait pas osé poser de questions. La nuit du drame, il avait entendu des rires d'enfants étouffés, venant de l'aile, étage, suivi d'un bruit sourd, celui d'une planche qu'on remet en place. Puis, plus rien. Le silence total. Il savait. Au fond de lui, il savait ce qui venait de se passer, mais la peur l'avait paralysé. La peur de perdre son travail, son logement, la peur de cet homme qui tenait la vie de chacun entre ses mains. Il avait choisi de se taire. Sa lâcheté avait permis au crime parfait de s'accomplir, et il avait vécu avec ce fardeau chaque jour des 10 dernières années. L'ampleur de l'affaire dépassait désormais le simple cadre d'un triple homicide. Était l'histoire d'une corruption institutionnelle qui avait permis à un prédateur de prospérer, et d'une culture de la peur qui avait réduit les témoins au silence. Le détournement de fonds N était que la première couche d'une pourriture bien plus profonde. Rochefort n'avait pas seulement volé de l'argent, il avait volé l'innocence, la sécurité, et finalement la vie des enfants dont il avait la charge. L'enquête ne visait plus seulement un homme, mais tout un système qui avait failli à sa mission la plus fondamentale. L'inspecteur Lambert comprenait maintenant que pour rendre une justice complète à Élodie, Sophie et Claire, il ne suffirait pas d'arrêter leur meurtrier. Il faudrait aussi exposer les mensonges et la complicité silencieuse sur lesquels l'orphelinat Sainte-Cécile avait été bâti. La confession de Jean-Pierre frappa l'inspecteur Lambert avec la force d'un coup de poing en pleine poitrine. Le barrage venait de céder, libérant un torrent de souvenirs et de culpabilité, qui balayait 10 années de mensonges. Pour la première fois, l'enquête reposait sur autre chose que des intuitions et des preuves matérielles muettes. Elle avait un mobile, le chantage involontaire de 3 enfants qui avaient découvert la corruption de leur tortionnaire. Elle avait un témoin direct, certes tardif et rongé par la peur, mais un témoin quand même. Le puzzle macabre était plus une image floue. Les pièces maîtresses venaient de s'emboîter avec une clarté terrifiante. Lambert sentit un mélange de soulagement et de fureur. Le fantôme de son échec de 1995 commençait enfin à se dissiper, remplacé par une détermination glaciale. Il ne laisserait personne étouffer l'affaire une seconde fois. La priorité absolue de Lambert fut de corroborer le témoignage de Jean-Pierre. Si les fillettes avaient caché un carnet de comptes, il devait encore se trouver dans le passage secret. Une nouvelle équipe de la police technique et scientifique fut dépêchée à Sainte-Cécile, mais cette fois, leur mission était différente. Ils ne cherchaient plus les causes de la mort, mais la preuve du crime qui l'avait précédé. Le passage, qui avait été scellé, fut rouvert avec une précaution infinie. L'air vicié qui s'en échappa semblait moins chargé de morts que de secrets. Guidés par les indications fragmentaires de Jean-Pierre, les techniciens commencèrent une fouille millimétrique de la petite cavité, sondant chaque pierre, chaque interstice, à la recherche du trésor qui avait coûté la vie à 3 innocentes. Chaque minute qui passait était une éternité, une lutte contre le temps qui avait failli tout effacer. Et ils le trouvèrent. Dissimulé derrière une brique mal scellée près du sol, enveloppé dans un morceau de toile de jute pour le protéger de l'humidité, le carnet était là. Était un simple cahier écolier, sa couverture cartonnée décolorée par le temps. En l'ouvrant, les experts découvrirent des colonnes de chiffres et de noms, écrites d'une main adulte, précise et méticuleuse. Était la comptabilité parallèle de M. Rochefort. À côté de certaines lignes, des annotations enfantines presque illisibles avaient été ajoutées au crayon. Un point d'interrogation, une petite tête de mort dessinée. Était la preuve ultime,
le journal de bord de leur enquête naïve et mortelle. Cet objet, bien plus que les ossements, était le témoignage le plus puissant de leur courage et de la trahison qu'elles avaient subie. Il était pas seulement une preuve, était leur voix retrouvée. L'expertise comptable fut rapide et sans appel. Le carnet détaillait sur plusieurs années un système de détournement de fonds sophistiqué et cynique. Rochefort surfacturait systématiquement les contrats de nourriture, de chauffage et de fournitures scolaires, empochant la différence. Les chiffres étaient accablants, des dizaines de milliers de francs de l'aile, époque, volés sur le bien-être des enfants les plus vulnérables. Les repas insuffisants, les vêtements usés, les dortoirs mal chauffés, tout ce qui était mis sur le compte de la rigueur budgétaire était en réalité que le résultat de la cupidité d'un seul homme. Le mobile était plus une simple hypothèse, il était désormais gravé noir sur blanc, authentifié par des experts. Rochefort n'avait pas tué pour protéger sa réputation, il avait tué pour protéger son train de vie, bâti sur la misère des orphelins. Armé de ces nouvelles preuves, Lambert organisa une seconde confrontation avec Rochefort. Cette fois, l'ambiance était plus à la courtoisie feinte. Dans la salle d'interrogatoire, l'inspecteur posa le carnet de compte sur la table métallique entre eux. Le visage de l'ancien directeur, jusqu'alors un masque d'arrogance et de dédain, se décomposa. La pâleur qui envahit ses joues fut son premier véritable aveu. Il tenta de nier, qualifiant le carnet de faux grossier, accusant Jean-Pierre de l'avoir fabriqué pour se venger d'un ancien grief. Mais sa voix manquait d'assurance, son regard fuyait celui de l'inspecteur. Le prédateur, si longtemps à l'abri dans sa tour d'ivoire, était démasqué. Il était plus le notable respecté, mais un simple criminel acculé, ses mensonges s'effondrant les uns après les autres, face à la vérité exhumée d'un mur. Mais Rochefort était pas un homme ordinaire. Il avait passé des décennies à tisser un réseau d'influence et de protection. Depuis sa cellule de garde à vue, il passa un unique appel. Quelques heures plus tard, l'inspecteur Lambert reçut une visite de sa hiérarchie. On lui suggéra, à mots couverts, de faire preuve de prudence. L'affaire était sensible, la réputation de nombreuses personnalités locales siégeant au conseil d'administration de Époque pouvait être entachée. Le témoignage d'un concierge sénile et un vieux carnet douteux étaient peut-être pas suffisants. Lambert comprit immédiatement. Le système qui avait permis à Rochefort de prospérer se mettait en branle pour le protéger une dernière fois. Ce était plus l'enquête d'un meurtre, était devenu un combat contre une hydre de corruption et de complicité silencieuse. Frustré et enragé par cette obstruction, un jeune gendarme de l'aile, équipe de Lambert, écœuré par le cynisme de ses supérieurs, fit ce que la procédure interdisait. Il contacta un journaliste d'investigation. Le lendemain, l'affaire éclata en une du quotidien régional, avec un titre fracassant. Le tombeau des orphelines, le terrible secret de Sainte-Cécile. L'article détaillait la découverte des corps, le mécanisme du piège, et les soupçons de détournement de fonds. L'effet fut celui d'une bombe. L'indignation publique fut immédiate et massive. Des fleurs commencèrent à s'accumuler devant les grilles de l'orphelinat. La pression médiatique devint si forte que toute tentative d'étouffer l'affaire devint impossible. La vérité n'appartenait plus à la police ou à la justice. Elle appartenait désormais à tout le pays. L'article de presse agit comme un détonateur, libérant une parole trop longtemps contenue. D'anciens pensionnaires de Sainte-Cécile, aujourd'hui adultes et dispersés à travers la France, commencèrent à contacter le journal et la gendarmerie. Leurs témoignages, concordants et glaçants, peignaient un tableau bien plus sombre que la simple corruption financière. Ils parlaient d'une atmosphère de peur constante, de punitions cruelles pour des fautes mineures, d'humiliation publique, et d'un isolement quasi carcéral. La négligence était pas passive, elle était active, systémique, une méthode de management destinée à briser les esprits pour mieux contrôler les corps. Le meurtre d'Élodie, Sophie et Claire n'apparaissait plus comme un acte isolé, mais comme le point culminant et tragique d'un règne de terreur institutionnalisé. L'enquête étendit inévitablement au conseil d'administration de Époque. En exhumant les archives, les enquêteurs découvrirent des procès-verbaux de réunion, où des questions avaient été timidement soulevées concernant les dépenses excessives de Rochefort. À chaque fois, le directeur avait fourni des explications alambiquées mais suffisantes pour calmer les esprits. Personne n'avait voulu voir. Personne n'avait jugé utile de vérifier, de contrôler. La complicité était pas celle d'un réseau de criminels, mais celle, plus insidieuse, d'une élite locale, qui préférait fermer les yeux plutôt que de risquer un scandale, qui aurait éclaboussé leur propre réputation.
Ils avaient fait confiance à l'un des leurs, au détriment des vies silencieuses, et sans valeur de 3 petites orphelines. Leur faute, n'était pas le crime, mais la lâcheté qui l'avait rendu possible. Au milieu de cette tempête médiatique et judiciaire, Amélie se révéla. Elle cessa d'être une simple témoin pour devenir une actrice centrale du drame. Elle fit face aux caméras avec une dignité et une fermeté qui forcèrent le respect, parlant non pas en tant que directrice, mais en tant que gardienne de la mémoire des victimes. Elle organisa une cellule de soutien psychologique pour les enfants actuels, les protégeant de l'agitation extérieure, tout en leur expliquant la situation avec des mots simples et justes. Elle devint le visage du renouveau, la promesse que Sainte-Cécile ne serait plus jamais un lieu de secret et de souffrance. Sa quête initiale de rénovation des Mureș était transformée en une mission bien plus profonde, la reconstruction morale d'une institution brisée. La convergence des preuves matérielles, du témoignage accablant de Jean-Pierre, de la vague de nouveaux témoignages et de la pression publique ininterrompue, forma un étau qui se resserra inexorablement autour de Rochefort. Ses appuis politiques se turent, ses anciens amis du conseil d'administration prirent leur distance, le laissant seul face à ses crimes. L'homme qui avait régné en maître absolu sur son petit royaume pendant 20 ans, était désormais dépouillé de tout son pouvoir, de toute son aura. Il était plus qu'un vieil homme dans une cellule, confronté au fantôme de 3 petites filles qu'il avait cru pouvoir effacer de l'histoire. Il comprit que le silence qu'il avait protégé pendant une décennie, était définitivement brisé. Son long règne d'impunité touchait à sa fin, et il ne lui restait plus qu'une seule carte à jouer, celle du désespoir. Acculé, privé de ses soutiens et confronté à des preuves irréfutables, Rochefort fit un choix inattendu. Lors d'un énième interrogatoire, alors que l'inspecteur Lambert s'attendait à un mur de dénégation, l'ancien directeur eut un sourire fin et glacial. « Vous voulez la vérité, inspecteur ? La vérité n'est pas dans vos dossiers poussiéreux. Elle est là-bas, dans ces murs. Organisez une reconstitution. Je vous montrerai. » Sa proposition était un défi, un acte de provocation ultime. Lambert, bien que méfiant, accepta. Il sentait que était un piège, non pas pour l'enquête, mais pour elle, âme de tous ceux qui y assisteraient. Était la dernière performance du monstre, une tentative de contrôler la scène de son crime une dernière fois, de transformer son procès en son propre théâtre macabre. Il ne cherchait pas le pardon, mais la justification, et était peut-être la chose la plus terrifiante de toutes. Le jour de la reconstitution, un silence de mort pesait sur Sainte-Cécile. Les enfants avaient été envoyés en excursion, laissant l'orphelinat vide, hanté uniquement par les souvenirs. Rochefort arriva, menotté mais la tête haute, marchant dans l'allée familière avec une assurance déconcertante. Il n'était pas un prisonnier revenant sur les lieux de son crime. Il était un roi déchu visitant les ruines de son royaume. Amélie était là, en retrait, autorisée à assister par Lambert, qui avait compris que sa présence était essentielle. Elle tenait dans sa main, cachée dans la poche de son manteau, la petite poupée de chiffon. Était son ancre, le symbole de la promesse faite aux 3 fillettes. Elle regardait Rochefort avancer, son cœur battant d'un mélange de peur et de détermination. Elle devait entendre la vérité de sa propre bouche, pour Élodie, pour Sophie, pour Claire. La montée vers le grenier fut une procession funèbre. Le grincement des marches sous leurs pieds était le seul son qui brisait le silence oppressant. Chaque étage traversé semblait les ramener un peu plus loin dans le passé, vers cette nuit glaciale de 1995. Rochefort ne montrait aucune émotion, son visage était une toile vierge. Mais ses yeux vifs et calculateurs balayaient chaque détail, chaque fissure dans le mur, chaque jeu d'ombre et de lumière. Il se souvenait de tout. Arrivé devant la porte du grenier, il s'arrêta un instant. « C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que tout va finir, » murmura-t-il, moins pour les autres que pour lui-même. La porte s'ouvrit, libérant un souffle d'air froid, et l'odeur de la poussière et du temps, comme si le grenier avait gardé en lui le souffle des victimes. À l'intérieur, la scène était préparée, l'ouverture béante dans le mur du fond était éclairée par un projecteur de police, créant une atmosphère spectrale. La lumière crue découpait les silhouettes, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. Rochefort entra au centre de la pièce, dominant l'espace comme un acteur sur sa scène. Il ignora Lambert et ses questions formelles. Son regard se posa sur Amélie. Il l'avait identifiée comme son véritable adversaire, celle qui avait déterré son secret. Il commença à parler, sa voix calme et posée contrastant violemment avec l'horreur de ses mots. Il ne confessait pas, il expliquait. Il se présentait non pas comme un meurtrier, mais comme un gardien de l'ordre. Un homme qui avait dû prendre une décision difficile pour préserver l'institution qu'il avait bâtie. Elles étaient une maladie, commença-t-il, son regard ne quittant pas Amélie, un cancer qui rongeait la discipline de Sainte-Cécile.
Elle ne comprenait pas les règles. Elle pensait être plus intelligente que tout le monde. Il décrivit leur découverte de son carnet de comptes non pas comme un acte de courage, mais comme une violation, une insolence intolérable. Dans sa logique tordue, N n'étaient pas des victimes, mais des agresseurs qui avaient menacé son autorité et son œuvre. J'ai passé ma vie à construire une réputation pour cet endroit, à le protéger des scandales. Et ces 3 petites ingrates allaient tout détruire pour une histoire de chiffres qu'elles ne comprenaient même pas. Il fallait les éradiquer. Proprement. Silencieusement. Le mot « éradiquer » tomba dans le silence du grenier avec le poids d'une pierre tombale. Lambert tenta de l'interrompre, de le ramener aux faits, mais Rochefort était lancé. Il était dans son propre récit, sa propre justification. C'est alors qu'Amélie fit un pas en avant. Lentement elle sortit la poupée de chiffon de sa poche, et la tendit devant elle, comme un bouclier. Elle, œil unique en bouton, semblait fixer l'ancien directeur. La vue de l'objet provoqua la première véritable réaction de Rochefort. Un spasme traversa son visage. Ce N n'était pas la culpabilité, mais la fureur. La poupée était, elle, élément qu'il n'avait pas contrôlé, le témoin silencieux qui l'avait trahi. C était le symbole de l'innocence qu'il avait voulu anéantir et qui, finalement, l'avait vaincu. Sa voix perdit son calme calculé, pour se charger d'un venin glacial. Même leurs jouets étaient pleins de secrets, toujours à comploter, à chuchoter. Puis, il se tourna vers le passage secret. Et le récit bascula dans l'horreur absolue. Il décrivit avec une précision clinique comment il les avait attirés là, leur promettant une surprise, un nouveau jeu. Il mima le geste de refermer la cloison. Elle riait encore quand j'ai poussé la planche, dit-il avec invictus. Elle pensait que sec était une partie de cache-cache. Il s'approcha du mur, le toucha presque avec affection. J'avais modifié le verrou quelques jours avant. Un simple morceau de métal. Si facile. Il ferma les yeux un instant. Non pas pour se souvenir, mais pour revivre. Au début, il y a eu des petits coups contre la porte. Des appels. Monsieur Rochefort, c'est plus drôle, ouvrez-nous. Sa voix imitait celle, fluette, d'une enfant, une parodie grotesque et insoutenable. La tension dans la pièce était devenue physique, suffocante, l'air manquait. Puis les appels se sont transformés en pleurs, en cris, en suppliques, continua-t-il, le regard brillant d'une lueur triomphante. J'entendais leurs petites mains gratter le bois, comme des souris dans un piège. Il marqua une pause, savourant l'effet de ses paroles sur son auditoire pétrifié. Je suis resté ici pendant 1 heure, peut-être 2. J'y écoutais. Je voulais être sûr. Sûr que le problème était réglé. Il ne parlait plus de fillette, mais d'un problème. La déshumanisation était totale, absolue. Il n'avait pas tué 3 enfants. Il avait résolu une équation, éliminé une variable qui menaçait son système parfait. Le grenier semblait se rétrécir, les murs se rapprochaient, écrasant les témoins sous le poids de cette cruauté inimaginable. Le plus difficile, ajouta-t-il d'un ton presque confidentiel, a été le silence. Quand les grattements se sont arrêtés, quand les pleurs se sont tus, un par un, il leva 3 doigts, les abaissant lentement. Élodie, Sophie, Claire. Dans cet ordre, je crois. La plus jeune est partie la dernière. Elle était plus résistante. Ce détail, livré avec une froideur d'entomologiste, fut le coup de grâce. Amélie sentit ses genoux fléchir, et un des gendarmes dut la retenir. Même Lambert, aguerri par des décennies de scènes de crime, blêmit visiblement. Rochefort venait de leur faire franchir les portes de l'enfer. De leur faire écouter la bande sonore de l'agonie de 3 enfants. Une agonie qu'il avait orchestrée et savourée. Il ne laissait aucune place au doute, aucune possibilité d'interprétation. Il était le mal à Bolel. État pur. Après cette dernière révélation, un silence sépulcral s'abattit sur le grenier. Il n'y avait plus rien à dire. Rochefort avait tout avoué, non pas comme un homme brisé par le remords, mais comme un artiste expliquant son chef-d'œuvre. Il avait vidé son âme de son poison, et ce qui restait, était un vide glacial. Il se tourna vers Lambert, avec un air de défi. Voilà, inspecteur. Vous avez votre vérité. Est-ce qu'elle vous plaît? C'était sa victoire. Même enchaîné, même vaincu, il avait réussi à imposer sa vision du monde, à souiller la mémoire de ses victimes une dernière fois, avec le récit de leur impuissance et de sa toute-puissance. Il avait transformé sa confession en une dernière assertion de son pouvoir absolu sur leur vie et sur leur mort. Les gendarmes l'emmenèrent. Ses pas résonnèrent sur le plancher, puis éloignèrent dans l'escalier, laissant derrière eux un silence encore plus lourd qu'auparavant. Amélie resta seule au milieu du grenier,
la poupée serrée si fort dans sa main que ses articulations étaient blanches. Le projecteur de la police illuminait toujours le passage béant, ce tombeau qui avait enfin livré tous ses secrets. La vérité était là, crue, brutale, insupportable. Mais au milieu de l'horreur, une pensée étrange émergea dans son esprit. Rochefort pensait avoir gagné, mais il avait tort. En racontant leur fin, il avait aussi, sans le vouloir, raconté leur résistance, leurs appels, leurs mains qui grattaient le bois. Il avait raconté leur volonté de vivre jusqu'au dernier souffle. Il n'avait pas réussi à les effacer. Elle s'approcha lentement de l'ouverture, et y déposa délicatement la poupée de chiffon, juste sur le seuil. C'est, était un geste symbolique, une façon de rendre leur gardienne à celle qui l'avait tant aimée. Elle ne la laissait pas dans un tombeau, mais sur le pas d'une porte désormais ouverte sur la justice. Le faisceau de lumière illuminait le petit objet usé, lui donnant une aura presque sacrée. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Amélie sentit une forme de paix, fragile et douloureuse. La bataille N n'était pas terminée, le procès aurait lieu, mais le plus important était fait. La vérité avait été dite. Les voix d'É, Élodie, Sophie et Claire, si longtemps étouffées, résonnaient enfin, plus fortes que le silence et la mort. Le grenier, autrefois lieu de terreur et de secret, semblait différent. L'air y était toujours froid, mais il N était plus menaçant. Était comme si la confession de Rochefort, aussi monstrueuse fût-elle, avait agi comme un exorcisme. Les fantômes N étaient plus des âmes en peine cherchant à être entendues. Ils étaient devenus des souvenirs, des présences tristes, mais apaisées. Amélie resta là un long moment, seule avec la poupée et les échos du passé. Elle ne pensait plus à l'horreur, mais aux 3 petites filles qui jouaient ici, qui rêvaient d'un avenir. Leur histoire, enfin complète, ne serait plus jamais oubliée. Le point culminant de la tragédie N n'était pas leur mort, mais la révélation qui leur rendait enfin leur nom, leur histoire et leur humanité. Le procès de M. Rochefort ne fut pas simplement une affaire judiciaire, il devint un événement national, le symbole poignant de la faillite d'un système censé protéger les plus vulnérables. La salle d'audience du tribunal de grande instance était chaque jour bondée, un microcosme de l'indignation et de la tristesse qui avait saisi le pays. D'un côté il y avait le public, les journalistes, les anciens pensionnaires venus témoigner, leurs visages marqués par une colère sourde et un chagrin ancien. De l'autre, sur le banc des accusés, se tenait Rochefort, impassible, vêtu d'un costume impeccable, son regard froid balayant l'assemblée avec le même dédain qu'il avait autrefois réservé aux enfants de Sainte-Cécile. Il n'exprimait aucun remords, aucune émotion, se campant jusqu'au bout dans le rôle d'un administrateur incompris, victime d'une cabale médiatique. Sa froideur monstrueuse, face au récit détaillé de l'agonie des 3 fillettes, ne fit que renforcer la conviction générale de sa culpabilité. Après des semaines de débats et de témoignages déchirants, le verdict tomba, lourd et sans équivoque. La Cour déclara l'ancien directeur coupable de séquestration suivie de mort, sans circonstances atténuantes. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale. Dans ses attendus, le président de la Cour parla d'une cruauté barbare, et d'une trahison abjecte de la confiance placée en lui par la société, et, plus encore, par les enfants. Le jugement souligna la préméditation méticuleuse, et le manque total d'humanité de l'accusé. Face à cette sentence qui scellait son destin, Rochefort ne s'y a pas. Il accueillit le verdict avec le même silence glacial qu'il avait imposé à ses victimes, emportant avec lui en prison le secret de son absence de remords, ultime acte de défi d'une âme consumée par le mal. Le témoignage de Jean-Pierre fut la pierre angulaire du procès. Appelé à la barre, le vieil homme était l'ombre de lui-même, un être brisé par le poids d'une décennie de silence coupable. Sa voix, souvent étranglée par les larmes, raconta la confiance des fillettes, leur découverte, et sa propre paralysie face à la peur. Il ne chercha aucune excuse, s'accusant lui-même de lâcheté. En échange de sa coopération totale, le procureur lui accorda l'immunité, reconnaissant qu'il avait été autant une victime du système de terreur de Rochefort qu'un témoin passif. Cependant, la justice des hommes ne put apaiser sa conscience. Après le procès, Jean-Pierre quitta la ville, vendant sa petite maison pour vivre le reste de ses jours dans un anonymat volontaire, hanté par les visages souriants de 3 petites filles qu'il n'avait pas su protéger, son existence devenant une pénitence silencieuse et sans fin. Le scandale de l'orphelinat Sainte-Cécile provoqua une onde de choc qui ébranla les fondations mêmes de l'aide sociale à l'enfance en France. L'institution, désormais synonyme d'horreur et de négligence, fut fermée administrativement. L'ancien conseil d'administration fut dissous dans la honte, plusieurs de ses membres faisant l'objet d'enquêtes pour leur manque de vigilance. Face à la pression publique,
les autorités donnèrent carte blanche à Amélie pour une mission de reconstruction totale. Il ne s'agissait plus de rénover un bâtiment, mais de refonder une philosophie. Sainte-Cécile était morte avec ses victimes. De ses cendres devait naître un lieu radicalement différent, un foyer où la sécurité, l'écoute et l'amour ne seraient plus des mots vides, mais les piliers d'une nouvelle ère. Le nom même de l'orphelinat fut effacé, comme pour conjurer le passé. Amélie supervisa cette transformation avec une énergie et une dévotion sans faille. L'orphelinat rouvrit ses portes quelques mois plus tard sous un nouveau nom, la Maison des Trois Étoiles, en hommage à Élodie, Sophie et Claire. Le grenier, théâtre du drame, fut le cœur de cette renaissance. Respectant son projet initial, mais lui donnant une âme nouvelle, Amélie en fit une magnifique bibliothèque lumineuse et colorée. Les murs sombres furent peints de fresques joyeuses, et les poutres apparentes décorées de guirlandes lumineuses. Au centre de la pièce, dans une vitrine sobre et éclairée, fut placée la poupée de chiffon, non plus comme une pièce à conviction, mais comme une relique, la gardienne silencieuse de la mémoire du lieu, et le symbole éternel d'une amitié plus forte que la mort. Pour l'inspecteur Lambert, la condamnation de Rochefort marqua la fin d'une longue et douloureuse carrière. Le poids de L, échec de 1995, qui l'avait rongé pendant 10 ans, fut enfin levé. Il avait tenu la promesse silencieuse qui était faite en découvrant les corps des fillettes. Il prit sa retraite quelques semaines après la fin du procès, non pas avec amertume, mais avec le sentiment du devoir accompli. Il refusa toutes les décorations et les interviews, préférant la discrétion. On le voyait parfois, les après-midi d'automne, assis sur un banc dans le parc en face de la Maison des Trois Étoiles, regardant les enfants jouer. Puis il se rendait à la bibliothèque du grenier, passait un long moment devant la vitrine de la poupée, avant de repartir, le pas un peu plus léger, en paix avec ses fantômes, et avec lui-même. L'affaire eut des répercussions bien au-delà des murs de l'orphelinat. Le drame des « orphelines de Sainte-Cécile » devint un cas école qui força le gouvernement à réformer en profondeur la législation sur la protection de l'enfance. De nouvelles lois furent votées, imposant des inspections inopinées et plus rigoureuses dans toutes les institutions, renforçant les protocoles d'alerte et créant des postes de médiateurs indépendants auxquels les enfants pouvaient se confier en toute sécurité. La tragédie des Élodie, Sophie et Claire, en révélant les failles béantes du système, permit de sauver, de manière anonyme et invisible, des centaines d'autres enfants de la négligence ou de la maltraitance. Leur mort, si injuste et solitaire, acquit un sens posthume, transformant leur sacrifice en un puissant catalyseur de changement pour les générations futures. La justice suivit également son cours sur le plan financier. L'analyse approfondie du carnet de comptes et des archives de l'orphelinat révéla l'ampleur des détournements de fonds orchestrés par Rochefort sur près de 2 décennies. Les sommes, qui se chiffraient en centaines de milliers d'euros actuels, furent traquées sur ses comptes personnels et dans ses investissements immobiliers. La justice ordonna la saisie de l'intégralité de ses biens. Par une décision symbolique forte, il fut décidé que ces fonds, volés à des générations d'orphelins, seraient intégralement reversés à la nouvelle Maison des Trois Étoiles. L'argent de la cupidité servit ainsi à financer la reconstruction, à acheter des livres pour la bibliothèque, des jeux pour le jardin, et à offrir aux nouveaux pensionnaires le confort et le bien-être, dont leurs prédécesseurs avaient été si cruellement privés. La ville elle-même entama un long processus de guérison collective. La communauté, qui avait vécu pendant 10 ans à côté d'un crime horrible sans rien savoir, était en état de choc. Pour honorer la mémoire des fillettes et expier cette ignorance collective, la municipalité érigea une petite stèle de granit dans le square principal. 3 noms y furent gravés. Élodie, Sophie, Claire, suivis de la simple mention « À nos enfants oubliés », que la vérité a libérés. Chaque année, à la date anniversaire de la découverte de leur corps, une cérémonie simple est organisée. Les habitants et les enfants de la maison y déposent des fleurs blanches et des bougies. La tragédie, autrefois un secret honteux, est devenue une partie intégrante de l'histoire de la ville. Un rappel permanent du devoir de vigilance et de protection envers les plus fragiles. Amélie trouva dans cette épreuve la véritable mission de sa vie. Elle qui était arrivée à Sainte-Cécile, avec des ambitions de gestionnaire pragmatique, en était ressortie transformée. Elle, était plus simplement une directrice, mais une protectrice, une mère de substitution pour des dizaines d'enfants en quête de repères. Elle instaura une culture de la transparence et du dialogue au sein de la maison, s'assurant que chaque enfant se sente non seulement en sécurité, mais aussi écouté, cru et respecté. Elle connaissait chacun par son prénom, ses rêves et ses peurs. Le souvenir d'Élodie, Sophie et Claire était devenu son guide, le phare qui éclairait chacune de ses décisions. Elle avait compris que la plus belle rénovation était pas celle des murs,
mais celle des cœurs. Toutes les questions soulevées par la découverte de la poupée avaient enfin trouvé leur réponse. La sortie secrète n'avait jamais été une issue, mais un piège diabolique. Les draps noués à la fenêtre N étaient qu'une mise en scène grossière pour accréditer la thèse d'une fugue qui n'avait jamais eu lieu. Les trois amies n'avaient pas disparu à cause d'un jeu qui aurait mal tourné, mais parce qu'elles avaient eu le courage, dans leur innocence, de découvrir la vérité sur un homme corrompu. Elles avaient été assassinées pour faire taire ce qu'elles savaient. La poupée de chiffon, leur trésor le plus précieux, n'avait pas été abandonnée par négligence, mais laissée derrière elle comme une bouteille à la mer, un dernier appel à l'aide, qui avait mis 10 ans à traverser l'océan du temps pour finalement atteindre le rivage de la justice. L'héritage le plus durable de cette sombre affaire fut peut-être le plus immatériel. L'histoire d'Élodie, Sophie et Claire se mua en une légende locale, transmise avec tristesse mais aussi avec fierté. Ce N n'était plus seulement le récit d'un crime sordide, mais épopée de trois amis inséparables dont le lien avait transcendé l'horreur. Leur dernière étreinte, retrouvée dans les ténèbres de leur prison, devint le symbole ultime de leur amitié indéfectible. Elles avaient affronté la fin ensemble, se donnant du courage jusqu'au dernier souffle. Leur histoire rappelait à tous que même dans l'obscurité la plus totale, la lumière de l'amour et de l'amitié pouvait laisser une trace indélébile. Une trace que ni les murs ni le silence, ni même la mort ne pouvaient complètement effacer. Un soir, plusieurs années après le procès, Amélie se trouvait dans la bibliothèque du grenier, rangeant quelques livres. Une nouvelle pensionnaire, une petite fille d'eau, à peine 7 ans, s'approcha d'elle, les yeux levés vers le plafond où un artiste avait peint une voûte céleste. « Madame, demanda-t-elle timidement, pourquoi il y a 3 étoiles qui brillent plus que les autres ?» Amélie s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, un sourire doux et mélancolique éclairant son visage. Elle prit la main de l'enfant, et, regardant à son tour les étoiles peintes, elle commença à raconter, non pas l'histoire de leur mort, mais celle de leur vie. L'histoire d'une meneuse courageuse, d'une rêveuse pleine d'imagination, et d'une petite timide au grand cœur. L'histoire de leur amitié indestructible. Et ainsi, la lumière des 3 étoiles continuait de briller, transmise comme un flambeau d'espoir dans la nuit. Dans la nouvelle bibliothèque qui avait remplacé le grenier maudit, la poupée de chiffon trône désormais dans une simple vitrine en verre. Elle n'est plus une preuve, ni un vestige macabre. Elle est devenue un mémorial, la gardienne silencieuse de la maison des 3 étoiles. Les enfants qui fréquentent aujourd'hui ce lieu de lumière et de savoir connaissent son histoire. Ils la regardent avec un mélange de respect et de tristesse, comprenant instinctivement qu'elle représente bien plus qu'un vieux jouet. Elle est le symbole d'une vérité qui a refusé de mourir, la preuve qu'un secret, aussi profondément enterré soit-il, peut être mis au jour par le plus fragile des messagers. Son œil unique en bouton semble veiller sur cette nouvelle génération. Une promesse muette que plus jamais un enfant ne sera réduit au silence entre ses murs. Elle est le cœur retrouvé d'une innocence qui a finalement triomphé de la barbarie. Amélie n'a jamais quitté la direction de la maison. Sa mission, née de la découverte d'un objet anodin, est devenue l'œuvre de sa vie. Elle n'est plus la gestionnaire pragmatique venue moderniser une vieille bâtisse, mais une gardienne de la mémoire et une protectrice acharnée de l'enfance. L'histoire d'Élodie, Sophie et Claire est devenue la pierre angulaire de sa philosophie. Chaque enfant a une voix, et cette voix doit être entendue, crue et respectée. Elle a transformé les longs couloirs froids en galeries d'art, où sont exposés les dessins des enfants, et les dortoirs austères en chambres personnalisées et chaleureuses. Chaque décision qu'elle prend est guidée par une question silencieuse. Qu'auraient voulu les 3 petites étoiles ? En honorant leurs souvenirs, elle a bâti bien plus qu'un foyer. Elle a créé un sanctuaire où la vulnérabilité est une force, et où la confiance est le bien le plus précieux. La maison des 3 étoiles est devenue un modèle, un exemple cité dans toute la France, sur la manière de reconstruire une institution sur les cendres de ses propres échecs. Le drame de Sainte-Cécile, loin d'être une tâche indélébile, s'est mué en un puissant catalyseur de changement. Des protocoles de sécurité et de bien-être, directement inspirés par les failles révélées par l'affaire, ont été adoptés au niveau national. La bibliothèque du grenier est devenue le symbole de cette renaissance. C'est un lieu où les rires ont remplacé les pleurs, où la lumière des lampes de lecture a chassé les ténèbres. Les enfants y apprennent que le passé, même le plus douloureux, ne doit pas être craint mais compris. Ils savent que juste sous leurs pieds, dans la structure même du bâtiment, se cache une histoire terrible, mais que juste au-dessus de leur tête, le savoir et l'imagination leur ouvrent un avenir infini. L'héritage de cette tragédie dépasse largement les frontières de la petite ville. Les noms d'Élodie, Sophie et Claire sont entrés dans la conscience collective, non pas comme de simples victimes, mais comme des symboles de l'innocence trahie par l'indifférence des adultes.
Leur histoire est devenue une fable moderne et sombre. Un avertissement permanent sur les dangers de fermer les yeux, de privilégier la réputation au détriment de l'humanité. Elle a forcé la société à se regarder dans le miroir, et à s'interroger sur la manière dont elle traite ses membres les plus fragiles. Chaque fois qu'une affaire de maltraitance institutionnelle éclate, leurs prénoms sont murmurés, rappelant à tout le prix du silence. Leur sacrifice solitaire a ainsi acquis une portée universelle, faisant d'elles, à titre posthume, les protectrices de milliers d'autres enfants qu'elles ne connaîtront jamais. Monsieur Rochefort est mort en prison une dizaine d'années après sa condamnation, emporté par la vieillesse, sans jamais avoir exprimé le moindre regret, la moindre parcelle de remords. Son mal-haine n'était pas celui des monstres de contes de fées. Il était d'une nature plus insidieuse, plus terrifiante encore. Était le mal banal et bureaucratique d'un homme pour qui les êtres humains étaient que des chiffres sur un bilan comptable, des problèmes à gérer ou à éliminer. Sa cruauté était pas née de la haine, mais d'une absence totale d'empathie, un vide glacial au cœur de son être. Son histoire est un rappel glaçant que les pires atrocités ne sont pas toujours commises par des fous déchaînés, mais souvent par des individus ordinaires, calculateurs et méthodiques, qui choisissent de faire taire leur conscience, pour protéger leurs intérêts et leur confort. Au final, toute cette histoire repose sur le pouvoir des choses infimes. Une poupée de chiffon oubliée dans un coin. Un fil de couture d'une couleur différente. Un dessin d'enfant brodé sur un morceau de drap. L'immense et solide forteresse de mensonges érigée par Rochefort, qui avait résisté pendant 10 ans à la police, à la justice et au temps, s'est effondrée à cause de ces détails insignifiants. C'est une leçon d'humilité pour tous les tyrans et tous les dissimulateurs. La vérité a une persistance obstinée. Elle peut être enfouie, emmurée, réduite au silence, mais elle trouve toujours un chemin vers la lumière, souvent par les fissures les plus inattendues. Le dernier acte de défi des 3 fillettes, confier leurs secrets au cœur de leurs jouets, a été leur victoire posthume la plus éclatante. Il est important de ne pas se souvenir d'elles, comme de 3 petits squelettes enlacés dans le noir. Il faut se souvenir des photographies jaunies. Élodie, la meneuse au regard pétillant. Sophie, la rêveuse au sourire doux. Claire, la timide se cachant derrière ses amis. Leur amitié était la seule richesse qu'elle possédait dans un monde qui leur avait tout pris. C'est ce lien que Rochefort, dans sa froideur calculatrice, n'a jamais pu comprendre et n'a jamais pu briser. Leur dernière étreinte, dans l'antichambre de la mort, n'était pas un geste de désespoir, mais l'ultime affirmation de leur amour fraternel. Jusqu'au bout, elles n'étaient pas seules. Elles se sont tenues la main, se protégeant mutuellement de la peur, et c'est cette image d'unité indestructible qui constitue leur véritable héritage. L'affaire de Sainte-Cécile est résolue, la justice a été rendue, mais une question demeure, flottant dans l'air comme les particules de poussière de l'ancien grenier. Combien d'autres secrets dorment derrière des murs fraîchement repeints? Combien d'autres voix d'enfants ont été étouffées par la peur, la négligence, ou la simple convenance administrative? L'histoire Élodie, Sophie et Claire, nous a montré ce qui se cachait derrière une façade respectable. Elle nous oblige à nous demander ce qui se cache derrière toutes les autres. Leur tragédie nous a appris que le silence n'est pas toujours synonyme de paix, et que notre devoir le plus fondamental est d'écouter attentivement, surtout lorsque les murmures viennent des endroits les plus sombres. Car chaque enfant oublié est une bombe à retardement pour la conscience de notre société. Une poupée de chiffon a suffi à faire tomber un monstre et à démanteler un système. Elle nous rappelle que les plus petites voix, même celles qui nous parviennent d'outre-tombe, peuvent posséder la force de déclencher les plus grandes tempêtes de vérité. L'histoire que vous venez d'entendre est terminée, mais son écho est éternel. Si ce récit vous a touché, aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces vérités oubliées, en vous abonnant à notre chaîne, et en partageant cette vidéo. Il existe d'innombrables autres histoires qui attendent d'être racontées, d'innombrables autres secrets qui méritent éclater au grand jour. Et ce était que le début de quelque chose de bien plus grand.